Le nationalisme, un concept de plus en plus important au cours du 19e siècle et qui sera un des éléments expliquant la Première Guerre mondiale. Bonjour chers amateurs d'histoire. On avait vu précédemment à l'occasion de la guerre d'indépendance américaine et à l'occasion de la Révolution française à quel point le nationalisme va être un des éléments idéologiques qui vont être hérités de ces deux événements-là. Et justement, le nationalisme va jouer un rôle moteur dans l'ensemble des politiques qui vont être mises de l'avant au cours du 19e siècle en Europe et ailleurs aussi dans le monde et joue un rôle majeur dans l'explication des causes de la Première Guerre mondiale. Outre les brassements au niveau social, au niveau des classes sociales, les révolutions américaines et françaises vont jouer un rôle important aussi pour le développement du nationalisme. D'abord, rappelons-nous, c'est quoi le nationalisme? Dans le Petit Robert, on nous dit que le nationalisme, c'est une doctrine, un mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation. Alors, évidemment, ce nationalisme va jouer un rôle central, notamment en Europe, mais dans tout le monde occidental de façon générale. Voyons voir d'abord son impact en Europe. Alors, sans être un phénomène nouveau au 19e siècle, le nationalisme s'épanouit véritablement durant ce siècle-là. Alors, la Révolution française, on le dit, il joue un rôle de deux façons. Alors, de deux façons diamétralement opposées d'ailleurs. D'abord, la Révolution française, avec ses idéaux, notamment l'idéal de la souveraineté du peuple, de la liberté, de l'égalité, va enthousiasmer les esprits de l'Europe. Donc, il y a cette forme de nationalisme qui se développe. Mais, en même temps, les conquêtes françaises, donc les conquêtes de Napoléon, vont venir contredire ces beaux idéaux. Donc, le fait que des nations en Europe vont être oppressées, tout ça, ça va galvaniser les aspirations à l'autodétermination chez tous ces peuples conquis par la France. Donc, d'une part, on a l'idéal de la France, d'autre part, la France qui, de façon contradictoire, va asservir d'autres peuples, va encourager davantage encore donc ces aspirations nationales. Une autre cause qui va jouer un rôle donc dans le développement au 19e siècle du nationalisme, c'est la révolution industrielle. Alors, la révolution industrielle, par la pure logique productive, va pousser vers l'unification des territoires. Tout ça pour des raisons économiques. Alors donc, on veut unifier les matières premières, élargir les marchés, unir les capitaux, etc. Alors donc, tout tend dans la révolution industrielle vers l'augmentation donc des territoires et de l'accès aux matières premières, donc l'unification des marchés. Alors donc, quand on regarde le nationalisme dès ses débuts, eh bien, c'est un phénomène complexe. Donc, complexe et parfois aussi contradictoire. Parce que le nationalisme qu'on trouve au 19e siècle va être parfois révolutionnaire. Alors, révolutionnaire dans la mesure où est-ce qu'on réclame la souveraineté du peuple, alors donc face aux classes dominantes. Mais parfois, le nationalisme peut prendre une forme plus conservatrice, comme par exemple avec les bourgeois qui veulent unifier des régions pour des raisons économiques. Donc, le nationalisme est complexe et parfois contradictoire. Comme je l'ai dit, il est tantôt ouvert sur l'avenir, donc vers des nouvelles valeurs, vers la démocratie, mais parfois le nationalisme peut être tourné vers le passé, avec l'idée de réunifier d'anciens territoires qui étaient sous notre contrôle et qu'on veut se réapproprier pour des raisons économiques. Donc, parfois vers l'avenir, parfois vers le passé. Et de ce fait, il y a des aristocrates qui sont nationalistes, et parfois ce nationalisme va émaner plutôt du peuple lui-même, le peuple pour des raisons, des motivations extrêmement différentes. Le droit à l'égalité, le droit à davantage de droits. Bref, autant pour le 19e siècle que de nos jours, il est difficile de décrire le nationalisme en peu de mots. Alors, il est extrêmement varié et il prend des formes tout à fait multiples, même au sein d'une même nation.
Et justement, au cours du 19e siècle, il y aura plusieurs exemples de nationalisme qui vont réussir, notamment en Europe, avec l'Allemagne qui va réussir son unification, l'Italie également qui a longtemps été divisée et qui va s'unifier dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais on va également assister à des tentatives semblables ailleurs, en Amérique du Sud notamment, et même en Amérique du Nord. Alors donc, les bouleversements que connaît l'Europe ne resteront pas sans écho dans les colonies d'Amérique. Alors, les idéaux révolutionnaires vont traverser rapidement même les plus grands océans. Et c'est le cas pour l'Amérique latine au début du 19e siècle qui connaît sa période de foisonnement révolutionnaire. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, l'Espagne et le Portugal dominaient et exploitaient encore toute cette partie de l'Amérique qui était comprise entre le Texas et la Terre de Feu, donc jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Alors donc, c'est ce qu'on appelle l'Amérique latine, qui est peuplée par plus de 20 millions d'habitants sur un territoire d'environ 20 millions de kilomètres carrés. Alors, un des traits marquants de cet immense ensemble est justement sa grande diversité ethnique notamment. Alors donc, la population de cette époque-là en Amérique latine est composée notamment à 8% de Noirs, donc de Noirs qui sont concentrés surtout au nord-est, donc dans la région du Brésil, et qui sont malheureusement pour eux situés au bas de l'échelle sociale, donc à qui on réserve les travaux les plus pénibles. À leur côté, toujours dans des conditions extrêmement pénibles, il y a aussi les Autochtones, donc qui forment à peu près 46% de la population et qui, pour la plupart, sont réduits aux travaux les plus harassants. Ils travaillent dans les mines notamment ou dans les champs de canne à sucre et ils sont décimés par les maladies épidémiques venues de l'Europe, venues de l'ancien monde, et qui explosent régulièrement en brusque révolution, mais qui sont cruellement réprimées. Donc, dure réalité pour la population autochtone de cette époque-là. Au-delà des Noirs et des Autochtones, il y a également ceux qu'on appelle les Blancs, qui forment 20% de la population et qui sont en majorité des Créoles, c'est-à-dire des descendants de colons européens, mais qui sont nés en Amérique, donc qui sont pas directement originaires d'Europe. Alors ceux-là, les Créoles, sont quelque peu méprisés justement par les Espagnols et les Portugais qui arrivent directement de l'Europe et qui sont appelés les péninsulaires et qui sont venus ici pour faire fortune dans les postes élevés de l'administration civile ou religieuse. Donc, même parmi les Blancs, il y a des gens qui sont davantage opprimés que d'autres et d'autres qui sont au sommet, et principalement les Européens. Et enfin, au sein de cette population très diversifiée, il y a évidemment 26% de gens de sang mêlé qui évoluent entre les deux extrêmes selon le degré de blancheur de leur peau finalement, parce qu'on est dans ces réalités-là. Donc, ils vont vivre des situations extrêmement variables. Alors, plus ils ont une peau blanche, plus ils vont se rapprocher du sommet, alors que plus leur peau est foncée, évidemment, plus ils vont être réduits aux travaux les plus harassants, les plus difficiles, comme dans le cas des Noirs et des populations autochtones. Donc, beaucoup d'inégalités sociales et ethniques au sein de cette population américaine. Alors, on a ici tous les facteurs qui peuvent amener justement à une révolution. Donc, tous ces gens qui sont extrêmement mécontents de leur sort vont avoir intérêt à brasser quelque peu la cage. Alors, quels seront les facteurs qui vont jouer un rôle dans l'émancipation des populations en Amérique du Sud? Alors, il y a notamment des facteurs internes qu'il faut mentionner, notamment parmi eux le mercantilisme. Donc, cette application rigide de la loi du marché, donc qui est imposée par les métropoles, par l'Espagne, par le Portugal, qui aura donc tendance à vider les colonies de leurs meilleures richesses et qui va empêcher la naissance d'une industrie locale ou d'un commerce local qui aurait été profitable aux coloniaux. Donc, toute l'économie des colonies est au service de la métropole, que ce soit le Portugal ou l'Espagne. D'autre part, il faut constater dans cette société sud-américaine que le pouvoir politique échappe également aux coloniaux, les gens locaux, et il est exercé par des vice-rois, des capitaines généraux ou toutes sortes d'autres chefs administratifs qui sont exclusivement européens, donc qui sont pas nés sur place, qui ne sont pas issus de la société locale et qui sont souvent, il faut le dire, d'une rare médiocrité. Alors donc, ce sont ces gens-là, des
des exploiteurs d'origine européenne qui mènent le jeu en Amérique latine. Également, sur le plan idéologique, il faut bien mentionner l'indépendance des États-Unis et aussi la Révolution française qui vont avoir un impact sur les populations locales. Alors, ces gens-là qui voient de loin le peuple américain et le peuple français se libérer, le voient comme un modèle, un exemple. Alors, tout ça va provoquer une fermentation intellectuelle au sein des populations latino-américaines, une fermentation intellectuelle qui va rendre bientôt impossible la continuation du vieux système colonial. Et tous ces facteurs internes vont toucher d'abord les créoles, c'est-à-dire donc les blancs mais d'origine locale, et l'indépendance de l'Amérique latine sera, comme aux États-Unis, essentiellement une révolte de colons blancs contre leur pays d'origine. Alors, évidemment, pourquoi les populations noires et autochtones en font moins partie? C'est tout simplement qu'on leur donne pas vraiment les moyens. Donc, dans la situation dans laquelle, d'asservissement dans laquelle ils se trouvent, leur rôle va être mineur, du moins dans les débuts. À part, évidemment, dans une population comme celle d'Haïti, où est-ce que la révolution, l'esprit révolutionnaire va venir directement d'eux. Et qui va donner naissance à la première république noire libre du monde, succédant ainsi à la colonie française de Saint-Domingue. Alors donc, j'ai évoqué les facteurs internes donc qui contribuent à l'émancipation des populations latino-américaines, mais il faut mentionner aussi quelques facteurs externes. Alors donc, ce sont eux qui vont donner l'impulsion décisive. Alors d'une part, il faut mentionner les conquêtes napoléoniennes en Europe. Donc Napoléon, à cette époque-là, au début du 19e siècle, conquiert l'ensemble de l'Europe et il contribue donc à affaiblir l'Espagne et le Portugal, qui sont les métropoles des colonies sud-américaines. Et donc, comme l'Espagne est occupée par Napoléon, ça contribue à affaiblir l'autorité de l'Espagne en Amérique latine. Et on se dit chez les colons sud-américains que c'est l'occasion à saisir pour déclarer l'indépendance, saisir l'indépendance. En plus de ça, d'autres puissances s'en mêlent. Alors, il y a la Grande-Bretagne, notamment, qui cherche de nouveaux marchés. La Grande-Bretagne qui est dans une période d'industrialisation, qui a besoin de matières premières et qui est l'adversaire éternel de l'Espagne à cette époque-là. Et donc, tout ce qui affaiblit l'Espagne est bon pour la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne veut profiter de ce chaos naissant en Amérique latine pour en faire un nouveau marché pour ses propres intérêts économiques. Donc, la Grande-Bretagne va soutenir les colons. Non seulement la Grande-Bretagne, mais également les États-Unis. Les États-Unis qui soutiennent les colons d'abord par idéologie. Alors, il y a évidemment l'aspect donc sentimental, où est-ce que cette première colonie qui est devenue un pays se sent frère des autres colonies sud-américaines, évidemment, mais il y a bien autre chose que cet aspect sentimental, évidemment. C'est que les anciens colons américains, donc les Américains eux-mêmes, veulent que l'Europe soit chassée de l'Amérique et ils veulent que l'Amérique devienne leur chasse gardée. Alors, un peu de la même façon que la Grande-Bretagne, ils cherchent des nouveaux marchés, des marchés près d'eux, ils veulent dominer ce marché, évidemment, et ils profiter de leur longueur d'avance sur les colonies sud-américaines. Donc, le rôle des Américains ne sera pas à négliger dans l'appréciation de cette émancipation. Ainsi donc, après presque 3 siècles d'exploitation économique et d'injustice politique, les colonies de l'Amérique du Sud sont emportées par un puissant mouvement révolutionnaire. Ce mouvement, qui est dirigé par les créoles, est de nature libérale. Et les États souverains issus de l'Empire colonial espagnol sont, à cette occasion-là, la République de Grande-Colombie, le Pérou, le Chili, les provinces unies du Rio de la Plata, qui va devenir par la suite l'Argentine, le Paraguay et la Bolivie. Et plus tard, dans quelques années, entre 1830 et 1832, la République de Grande-Colombie va se diviser pour former les États souverains du Venezuela, de l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire la Colombie avec le Panama. Mais
malgré ces beaux élans d'émancipation, les révolutionnaires sud-américains vont se heurter à de sérieuses difficultés. D'abord, le problème des rivalités régionales, parce qu'évidemment, toutes ces régions sont séparées les unes des autres, ont chacune leurs intérêts propres, des intérêts qui vont se heurter les uns les autres. Alors donc, cette rivalité va avoir un effet contre-productif à bien des égards. D'ailleurs, le territoire est immense avec des voies de communication déficientes à l'époque. Alors, la communication est extrêmement difficile entre tous ces territoires. Alors, évidemment, ça va venir nuire à la cohérence et à l'unicité, donc, de tous ces révolutionnaires sud-américains. Et évidemment, un autre problème qui va voir le jour aussi, c'est que tous ces révolutionnaires sont des êtres humains avec des ambitions personnelles, des ambitions qui vont parfois avoir tendance à mettre de l'avant au-dessus de l'intérêt de leur nation. Alors, évidemment, ça va jouer un rôle aussi. Certains vont en profiter avec le temps pour se créer un pouvoir personnel qui va dépasser les intérêts de la nation. Et d'autre part, il faut bien compter aussi avec le manque d'expérience politique des dirigeants. Rappelons-nous que qui dirigeait les colonies sud-américaines à l'époque, c'était des Européens. Alors, les coloniaux étaient écartés du gouvernement des colonies, ce qui fait que ces révolutionnaires n'ont aucune expérience politique de gouvernance. Alors évidemment, lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont se heurter à cette inexpérience. Ils vont commettre des erreurs bien naturelles, évidemment, et des erreurs qui sont difficiles à rattraper par la suite. Alors donc, tout ça va contribuer à plusieurs erreurs, plusieurs mauvais choix qui vont jouer un rôle majeur dans la constitution de ces nouveaux pays. Et d'autre part, il faut bien l'admettre, c'est que ces pays-là manquaient de tradition démocratique. Contrairement aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait déjà une certaine expérience démocratique, parce que les colons américains pouvaient quand même élire leurs représentants aux assemblées, et ils élisaient également leurs juges. Alors, cette expérience ne fait pas partie des traditions sud-américaines. Alors, il n'y a aucune tradition démocratique chez les colons au moment où ils fondent leur république, ce qui fait que le réflexe de protéger la démocratie n'est pas bien vif parmi eux. On n'a pas l'habitude d'avoir des droits. Alors, tout ça aura des conséquences pour la suite des choses. Alors donc, pour ces raisons, alors on va assister finalement à une certaine instabilité politique dans les républiques qui sont ainsi nouvellement créées. Alors ces nouveaux pays vont rester extrêmement instables au niveau politique. Et d'autre part, finalement, on va rester dans un monde inégal au niveau social, au niveau politique, parce que la prospérité et la puissance politique va toujours se concentrer dans les mains de quelques personnes, notamment quelques familles puissantes, donc les grandes propriétaires terriennes, mais également l'Église. La nature a horreur du vide. L'Église va profiter de la perte de puissance des pouvoirs traditionnels pour elle-même s'emparer de beaucoup de pouvoirs. Un pouvoir qu'elle détient encore beaucoup de nos jours. L'Église joue un rôle majeur en Amérique latine, un rôle bien plus important qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Alors donc, tous ces événements qui se passent au début, à la naissance de ces nouveaux pays, vont avoir un impact sur des décennies, même au-dessus d'un siècle. Et en raison de cette instabilité politique, les révolutions vont être fréquentes en Amérique latine. Elles le sont encore au 20e siècle par la suite. Donc, certains pays vont pendant longtemps être soumis à des dictatures militaires. Donc, lorsque le gouvernement dépend trop du pouvoir militaire pour survivre, eh bien, la tentation est forte chez certains militaires de prendre le pouvoir. C'est ce qui va arriver à plusieurs reprises en Amérique latine. Et de ce fait, en raison de tout ce qu'on vient de voir, le développement social et économique en Amérique du Sud va prendre un certain retard au cours du 19e siècle et n'arrivera jamais durant cette période à rattraper le niveau de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Évidemment, la puissance coloniale européenne ne se résume pas à l'Amérique. Alors, les
pays dominants d'Europe vont dominer justement dans l'ensemble du monde. Notamment, ils vont avoir des colonies en Afrique et en Asie. Alors, je parle particulièrement de la Grande-Bretagne et évidemment de la France, mais il ne faut pas négliger les autres puissances européennes, donc qui sont présentes un peu partout, donc dans ces régions. Et donc, rappelons-nous le rôle que jouent les colonies traditionnelles. Elles sont là notamment pour fournir des matières premières à la métropole. Alors donc, toutes ces matières premières qui vont converger vers les métropoles pour être transformées sur place. Et ensuite, le deuxième rôle que les colonies jouent, c'est d'acheter les produits transformés de la métropole. Donc, les colonies disséminées partout à travers le monde vont être au service de l'économie des métropoles. Alors donc, en vendant à faible coût des matières premières aux métropoles et en achetant au fort coût les produits de les métropoles. Donc, ce sont à la fois des vendeuses et des clientes. Et donc, la plupart des États des régions d'Afrique et d'Asie seront sous tutelle européenne. Il y aura néanmoins des exceptions, la plus notable étant l'exception japonaise. Alors, qu'est-ce qui arrive au Japon? C'est que le Japon a réussi, malgré tout le contexte du 19e siècle, il a réussi à conserver son indépendance. Il a également réussi à s'industrialiser à la manière occidentale. Alors donc, le Japon est un exemple de success story dans le monde oriental. Néanmoins, le Japon a le même problème que l'Angleterre, c'est une île, ou du moins un archipel d'îles dans ce cas-ci, et de ce fait, elle n'a que peu de ressources, donc elle a besoin de matières premières au même titre que la Grande-Bretagne. Et c'est la raison pour laquelle on va assister à la montée de l'impérialisme japonais, qui veut suppléer à ses manques, donc en conquérant des territoires étrangers. Et c'est là qu'on assistera à des attaques réussies contre la Chine, notamment en 1895, ou contre la Russie en 1905. Donc, le Japon a des visées expansionnistes pour suppléer à son manque de matières premières notamment. Donc, le Japon entre dans une période d'impérialisme. Et dans le même contexte, dans cette région-là, à l'époque, il y a deux grands empires qui, au contraire, sont sous tutelle européenne. Donc, ce sont véritablement des empires à genoux. Alors, il y a l'Empire ottoman, donc, qui se fait dicter sa conduite par les puissances européennes, et également la Chine, donc, qui contrôle très difficilement son commerce, donc, qui doit obéir aux desiderata des puissances européennes et même d'un nouvel empire qui est en train de naître, celui des États-Unis. Donc, c'est une époque durant laquelle l'Europe domine encore, avec aussi un nouveau joueur qui a un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale, j'ai nommé les États-Unis.